C'est seulement maintenant que je réalise que chaque fois qu'il lisait quelque chose, à supposer que ce soit Wittgenstein, hein, mais aussi bien d'autres auteurs que je cite dans le dernier bouquin d'ailleurs, hein, il en a fait quelque chose. Mais sur l'instant, on ne pouvait pas savoir d'où venait son inspiration. C'est dans l'après-coup que ça me vient. Bon. Mais ça n'intéresse plus grand monde. Hein. Bon, une fois qu'il est parti, il est parti. Bon, c'était une Mariette Villetard, qui était à l'école, enfin, elle était à Paris, dans l'école freudienne, que j'avais vue. Et puis qui écrit des choses maintenant, après coup, en disant, voilà, Lacan, à un certain moment, a pris un certain virage, à la limite, il s'est dédié, etc. Bon, alors j'essaie d'expliquer en quoi ça c'était pertinent. Alors qu'au départ, il était existentialiste, un peu comme Sartre. Hein. Et puis, pas mal de monde. Bon, c'était la période existentialiste. Et puis, ce qui intéressait les gens, c'est le symbolique. À partir du moment où il s'est mis à parler du réel, alors là, c'était déjà plus difficile. Et bon, l'objet petit a, dès lors qu'il a été comme ça mis sur la place, a indiqué le fait qu'on était fait quand même un petit peu debout, quoi, enfin de choses pas très ragoûtantes. Et donc, il y avait là, bon, une certaine façon de faire dans quelque chose qui n'était pas valorisant pour l'homme. Et ça s'est dit. Hein, il y a un certain nombre d'auteurs qui l'ont dit carrément. Et certains se sont retirés de l'association. Enfin bon. Surtout à partir du moment où Lacan a essayé de quoi? Eh bien, de mettre en place une procédure destinée à pas vérifier. Hein, c'était une certaine façon de mettre la psychanalyse en discussion. Alors, donc il y avait dans les jurys de passe, il était prévu qu'il puisse y avoir des non-psychanalystes. Au sens où ils devaient quand même donner leur point de vue sur les concepts qui étaient mis en jeu et ce que la procédure elle-même permettait ou ne permettait pas. Alors, c'est une expérience quand même très enrichissante parce que je me suis aperçu que les attentes n'étaient pas les mêmes. Il y en a qui voulaient absolument, à partir d'une analyse, mais vraiment très détaillée des événements qui sont passés dans la cure, pouvoir juger effectivement de la pertinence de certaines séquences. Alors que Lacan prétendait qu'effectivement chaque bout de séance était un bout de réel et donc c'était quelque chose qui était représentatif de l'ensemble de la structure. Sauf que le mot structure, ça débecte beaucoup de gens, dans la mesure où, paraît-il, ça implique quoi? Eh bien, un certain déterminisme. Freud s'intéressait au mythe. Il y a quelqu'un qui lui a succédé qui a rajouté, c'est Franz Hans, hein, qui est donc dans la généalogie de Lacan, l'analyste de Löwenstein, Löwenstein étant l'analyste de... Donc quelque chose de ce goût pour ce qui est des contes et légendes est présent, puisque bon, Lacan s'est lancé sur le mythe du névrosé. Mythe du névrosé, qu'est-ce que ça veut dire vraiment? Alors donc dans la passe, est-ce que d'une certaine façon on a un avant-goût comme ça de ce qu'il en est
la mythologie de chacun. Alors, la passe se passait quand même très, très tranquillement, sauf que j'y étais. C'est le sort qui a voulu. 3 fois 2 années de suite. Bon, alors que tous les 2 ans, on devait changer un certain nombre des participants du jury. Bon. Et comme ça, on était autour d'une table, à un moment donné, je sens quelque chose comme ça qui m'effleure. Il y avait Nassif à côté de moi et son chien entre nous. Donc c'est bien que parmi les participants, il y avait peut-être plus que ce qu'on pouvait compter. Hein, bon. Mais c'était une certaine façon de nous ramener donc justement à quelque chose qui n'est pas transcendant, qui est donc immanent. Hein, bon, le chien. Et c'est quand même cet équilibre que Lacan a toujours cherché. Et à partir du moment où il était du côté donc, du transcendant, à savoir le signifiant, ça allait, mais chaque fois qu'il passait du côté de l'objet, petit a, alors là, ça n'allait plus du tout. Alors, quelle est la responsabilité de Freud dans tout ça? Freud est illisible si l'on ne retient pas quelque chose qui est quand même tout à fait établi, à savoir qu'il avait passé un certain nombre d'années en tant que compagnon du Neidrit de Vienne. En somme, c'était une association de type maçonnique, mais qui était exclusivement réservée à des participants de confession judaïque. Pourquoi? Parce que dans les autres maçonneries, ils en faisaient partie, et il y a quelqu'un qui a écrit un bouquin récemment où il explique très bien qu'on leur faisait bouffer du cochon et qu'on les maltraitait, donc ils se sont regroupés tout seuls. Mais c'est la même procédure, et quand Freud écrit par exemple Totem et Tabou, hein, bon, il parle du meurtre du père, c'est tout à fait dans la suite de ce dont on débat chez les maçons. Bon, il faut quand même mettre ça dans le crâne. Et ce qui est intéressant, à savoir que Freud dit qu'au bout, hein, qu'il y a un pacte entre les fils. Hein. Qu'est-ce qu'un pacte? C'est une parole. Et chez les maçons, c'est tout le temps la parole. Bon, enfin, bref. Donc il y a lieu de lire Freud tout de même dans ce contexte qui était le sien, à savoir que lui, il a participé très très sérieusement, il a créé des loges, etc. Et il a mis un certain nombre de gens, y compris un de ses fils et je ne sais plus qui, enfin bref, il était pratiquement chez lui. Et donc quand il a créé le comité, et il a filé à chacun une bague, etc., il y avait une procédure, une certaine façon de prendre la parole, etc., qui était tout à fait dans le style de ce qui se fait dans ces sociétés-là. Alors, pour en venir donc à ce qui d'une certaine façon fait symbole dans tout ça, parlons effectivement de ce qui s'est passé dans une des passes auxquelles j'ai assisté. Je raconte ça, mais enfin bon, je le reprends, à savoir que, il y a donc le passant qui donne sa version des faits successivement à 2 passeurs. Pourquoi 2? Alors bon, allez savoir, hein, parce que effectivement, je dis que Lacan a toujours insisté sur le fait qu'il y a une Einsweiung, ça veut dire qu'il y a quelque part une bipartition, il y a entre moi et moi-même que je disais tout à l'heure, mais enfin, quelque chose de cet ordre-là. Et il y a d'une part donc ce qui appartient au je et ce qui appartient au S. Lorsque Freud dit par exemple, es war, soll ich werden. C'est là où c'était la pulsion, enfin quelque chose d'équivalent, l'émoi, disons, hein, doit tourner au ich, au sujet. Et que par la suite, Lacan a inversé les facteurs, alors là, ça n'allait plus du tout. À partir du moment où il a ne serait-ce que suggéré que ich war, soll es werden, là, ça n'allait plus du tout.
Alors donc, dans cette passe-là, qu'est-ce qui se passe? Ben, il y a une dame qui se présente et je la regarde comment elle est habillée, là, avec une robe. Et puis, il y a des petits rectangles comme ça, de toutes les couleurs. C'est imprimé, hein. Et je me dis comme ça, ben, elle en a vu de toutes les couleurs. Alors là, ce qu'elle nous transmet, là, hein, je vais dire, physiquement. Hein, bon. Et puis je suis resté comme ça, j'en avais un peu parlé, mais personne n'avait relevé. Et puis des années après, je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que toutes les couleurs? C'est de l'arc-en-ciel. Alors là, quand on parle de l'arc-en-ciel, enfin bon, ça, il faudrait voir où et quoi moi, enfin bref. Effectivement, aujourd'hui, il y a des mouvements qui défilent avec des bannières à l'arc-en-ciel. Ce pas les mêmes. D'ailleurs, qu'en Italie, je me suis aperçu qu'il y a une autre fête des arc-en-ciel. Bon, c'est pas du tout dans le même contexte, enfin peu importe. Mais justement, j'ai pensé comment est-ce que le pasteur pouvait dire « mon père était homo ». Hein? Bon, par symbole. Bon. Eh bien, on a raté ça. Bon, mais on aurait pu évidemment revenir après coup, parce qu'il y a toujours quelqu'un qui était chargé de mettre en forme, disons, le résultat de cette passe et de le transmettre, parce que c'était prévu comme ça, des coordonnateurs de l'association. On aurait pu travailler sur ces textes-là, après coup, mais ça ne s'est jamais fait. Les gens étaient occupés, je ne sais pas quoi. C'est bien que le travail était en quelque sorte bâclé. Hein, bon. En plus de la raison que je disais qu'effectivement, il y en a qui convoquaient le passeur une fois, deux fois, trois fois, ça durait je ne sais pas combien d'années de suite, parce qu'il fallait qu'ils disent tout. Bon. Alors je cite effectivement des mathématiciens qui se contentent effectivement pour définir une structure de quelque chose qui serait un minimaliste, un ensemble qui serait évocateur de l'ensemble. Et de quoi parle Lacan quand il dit un bout de réel? Bon, ça suffit, il n'y a pas plus. Bon, alors, donc j'en étais donc à ce symbole de l'arc-en-ciel. Alors lui, il a multiplié ça. Mais c'était déjà dans Frege, par exemple, qui disait, bon, l'étoile du soir, l'étoile du matin, alors est-ce que c'est équivalent? Toutes ces choses-là sont présentes et il faut quand même aller voir ce qu'il en a été du mythe de l'Oedipe et bon, la façon dont Lacan a été cherché dans le théâtre grec, un certain nombre de modèles. Et à un moment donné, j'ai parlé de qui? C'est pas Philostrate, un gars comme ça, à qui à qui Lacan s'est identifié. Mais vraiment, vraiment, il le dit en toutes lettres, c'est quelqu'un qui avait été jeté sur une île parce qu'il puait. Il avait une plaie, je ne sais pas quoi, infectée, machin truc. Et c'était quelqu'un qui, dans l'histoire donc de Troie, maniait un arc qui lui a été filé par Hercule en personne. Et à un moment donné, on s'était dit, tiens, si on allait lui piquer, non pas l'arc, parce que c'était difficile là, mais son carquois. Alors ils ont envoyé un jeune homme, sémillant, etc., pour le séduire, et lui piquer la chose. Bon. Philoctète qui s'appelait. Philoctète. Et ensuite, il y a toute une histoire, parce qu'effectivement, le jeune homme a eu des remords, etc. Enfin, toute une histoire. Mais Lacan m'a dit, j'ai été trahi. En toute lettres, à propos de Philoctète. Alors ça, c'est un peu gros. Alors donc, je n'étais pas à l'époque où, effectivement, un certain nombre de ses compagnons, en 1900, je ne sais plus,
63, au moment, au moment où il a été viré, hein, bon, il y a un certain nombre de psychanalystes qui l'ont suivi, bon, Manoni, Leclerc et d'autres, puis il y a d'autres qui sont partis. Bon. Mais parmi ceux qui sont partis, il y en a qui ont monté un dossier contre lui. C'est en ce sens-là qu'ils l'ont pris. Bon. Oui, enfin bon, c'est comme ça. Dès lors que, d'une certaine façon, on prend les choses en main et on fait un enseignement, on s'y emploie, ça tourne forcément à ça, à savoir qu'on crée des inimitiés. Et Lacan ne l'a pas vraiment montré, mais il en a souffert, hein, bon, certainement. Ceci dit, c'est arrivé à tout le monde, ça, bon, pour des raisons différentes. Chaque fois que vous aviez comme ça un patient qui passait de vie à trépas, ça vous était mis aussitôt sur le compte. Bon. Mais tant que ça ne vous est pas arrivé, je ne suis pas sûr que vous soyez vraiment de la famille, hein, des psychanalystes. Alors, donc, il y a lieu de vivre ces moments-là. Bon, une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, dans des cadres différents. Hein, bon. C'est toujours des remises en cause de l'ensemble des pratiques et tout. Il y a eu un vote. Il y a eu un vote. Non, un vote. Oui, donc c'est l'ensemble des quartiers constituants, bon, qui ont voté pour l'instant. Ensuite, chaque fois qu'il y avait donc à une permutation, il y en avait deux qui s'en allaient, les nouveaux étaient de nouveau désignés comme ça. C'était très... Alors, il était prévu que de temps en temps, un des passeurs soit admis, hein, bon, à la dignité de quoi, enfin, bon, d'analyste. Et puis au bout d'un certain temps, les votes étant ce qu'ils sont, on a vu que pratiquement tous les membres du jury s'abstenaient. Alors, j'étais le dernier, si j'avais dit oui, ben c'était oui, si je disais non, c'était non. Non, mais c'était à ce point-là. Hein, bon, alors, on a fini par définir la chose en disant, bon, on fait la passe, mais on ne conclut pas. C'était ça, le quartier constituant, avec Rompierre, bon, il y avait d'autres, bon, Dumézil et d'autres qui avaient passé la passe. Bon, alors, Diane Chauvelot. Mais là, il faudrait des instruments pour la mettre en scène, parce qu'elle était là avec sa bouffarde, hein, bon, hein, et puis alors, ça allait comme ça et comme ça. Hein, et c'est que là, Alouche arrivait et disait, ça, c'est pas une pub. Ah bon. Alors évidemment, c'était déjà quelque part inscrit, parce que Wittgenstein, lui, était avec une petite bouteille comme ça, et lui aussi, et il disait, ça, c'est pas une bouteille. Ça, personne n'a noté, mais c'était bien avant. Bon. Donc, il y a une certaine façon de dire, ça, ce n'est pas. Bon, hein, bon. Mais qu'est-ce que ça veut dire, hein? Alors, c'est de l'ordre de quelque chose qui n'a pas d'essence propre. Hein. Au sens où on pourrait dire, c'est ça. Bon, je ne sais pas, c'est du plomb ou c'est de l'or. Hein. Non, c'est quelque chose qui n'a pas véritablement d'essence. Son essence, c'est de ne pas avoir d'essence. C'était la définition que Lacan donnait de l'objet petit. Allez comprendre. Hein. Mais il en donnait des définitions. Il disait c'est un ludium logique. Bon, qu'est-ce que c'est que ça? Est-ce qu'on se souvient de ce que c'est le ludium, à savoir que c'est quelque chose dans une bouteille dans laquelle il y a un certain liquide. Au-dessus, hein, et il y a une membrane, on appuie sur la membrane, et le ludium monte et descend. Mais quel rapport avec l'objet petit a, on ne sait pas trop. Il a dit aussi que c'était un rapport, hein, le rapport anharmonique. Il nous a sorti la série de Fibonacci, etc.
c'est pour elle. Bon, on s'est dit, mais qu'est-ce qu'on fait avec ça? C'est bien qu'aujourd'hui, en dépit de toutes les façons qu'on a de tortiller la chose, j'ai vu récemment dans une publication de l'ALI, Association lacanienne internationale, une personne, parce que pour accéder au fait de pouvoir publier, c'est quand même, pas facile. Et elle dit, l'objet petit a, j'y comprends rien. Je comprends rien. Bon, donc il faut quand même revenir sur les explications qui, d'une certaine façon, permettraient de situer cet élément, hein, qui est tout à fait essentiel dans la théorisation lacanienne. Alors, j'ai essayé de faire ça dans un bouquin récemment, à partir du fait que, par exemple, dans l'histoire de l'homme au loup, il y a comme ça quelque chose qui s'ouvre comme un diaphragme, hein, ou comme une fenêtre. Hein. Et c'est la scène du rêve qui se manifeste, hein, bon. Et ça peut être inscrit dans un losange. Bon, comme ça, un losange. Un losange, c'est une fenêtre. Alors, ce losange, évidemment, il est fait d'un certain nombre de parties. C'est un quadripartie, à savoir que la partie supérieure, qui se présente comme un V renversé, bon, ça c'est la conjonction. Bon. En dessous, on a un vrai V, ça c'est bon, l'inverse, hein, la disjonction, l'union, désunion, bon. Et puis sur les côtés, il y a plus grand et plus petit, ça veut dire que c'est la partie imaginaire de l'objet petit. Bon. On ne sait pas manier ça, alors que, bon, il a mis ça à toutes les sauces. Alors, l'essentiel, c'est que cette coupure-là, sous la forme d'un losange, matérialisée comme ça, comme effectivement, la pente, je ne sais pas moi, de l'iris par exemple, les chats ils ont des trucs comme ça, dans les dessins animés c'est comme un losange, et bien c'est quelque chose qui unit d'une part l'objet petit a et le S barré. Bon. Donc c'est vraiment le cœur du fantasme. Bon. C'est-à-dire que pour mon épouse, enfin, bon, qui était, elle, à l'école, je ne sais plus comment elle s'appelle, c'était l'école lacanienne tout court, hein, bon, où organiser les passes. Alors ils avaient effectivement des passeurs au Mexique, au Brésil, je ne sais pas où. Et donc elle était secrétaire de passe. Hein. Sauf que la passe n'avait jamais lieu, puisqu'on n'arrivait jamais à réunir les gens. Bon. On s'est heurté à des problèmes comme ça, parce qu'on avait tiré au sort un certain nombre de membres du jury, effectivement, la personne qui devait être la secrétaire, mais ça ne se faisait pas. Bon. Par exemple, mais à d'autres endroits, on a fait fonctionner ça. Je sais pas moi, j'ai eu une patiente, sa fille, à l'école de la cause, a passé la passe. Elle l'a eu. Bon. Qu'est-ce que ça veut dire? Bon, quels sont les critères? Je n'ai pas approfondi vraiment, hein, mais on relance de temps en temps, comme une sorte de, je ne sais pas moi, un slogan, mais c'est au-delà de ça, un slogan, c'est comme une prière, quoi, enfin bref. Ou le cartel, c'est la même chose. Le cartel, c'est un endroit où effectivement les choses doivent se disjoindre suffisamment pour qu'on puisse évaluer tous les éléments de ce qui est apporté comme témoignage. Alors ça nécessite pas plus de 4 ou 5 personnes. Hein, bon. Ça aussi, on a du mal à le mettre en place parce que, je dis, qu'il y a un minimum d'hétérogénéité qui est nécessaire, hein, de façon à ce que chacun puisse, d'une certaine façon, assumer une partie de la logique de la chose, alors qu'on a vu
Descartes se constituait avec, par exemple, 3 couples. Dans un couple, on est quand même plus ou moins complice. Enfin, bon, comment est-ce qu'on peut obtenir cette disjonction des discours, qui a lieu, effectivement, d'obtenir au titre d'une analyse quand même un peu plus poussée que ce qu'on peut faire comme ça, tout seul.